Bonjour Kalima Suite. Vous êtes élu à Takatel France Sud. Oui. Donc je tiens à vous rassurer tout de suite, cette interview ne nécessitera pas l'usage de l'arabe littéraire. On a vu que deux petits incidents vous ont opposé récemment respectivement à des élus d'Ennahda et du CPR. Ils avaient tous les deux pour motif la même problématique de l'usage d'une autre langue que l'arabe littéraire à l'Assemblée constituante, en l'occurrence le français et dans une moindre mesure l'arabe dialectal. Dans le deuxième cas, ça a même donné lieu à une violente joute verbale avec un représentant du CPR. Donc pensez-vous que ces crispations identitaires, qui sont toujours plus grandes, soient à mettre sur le compte du populisme, ou sont-ils plutôt le résultat d'une méconnaissance de la question des spécificités linguistiques des Tunisiens à l'étranger, notamment de deuxième et troisième génération, qui sont évidemment des Tunisiens à part entière, mais dont la langue est davantage subie que choisie? Eh bien écoutez, moi j'ose espérer qu'il s'agit d'une méconnaissance de la question. D'abord, je voudrais préciser que cette question de l'arabe littéraire ne concerne pas uniquement les Tunisiens de l'étranger, mais également les citoyens tunisiens issus de couples mixtes ou étrangers naturalisés tunisiens, ou encore les femmes étrangères mariées à des Tunisiens. Mais c'est aussi et d'abord un problème pour les générations nées avant la généralisation de l'école républicaine, et en particulier les femmes. Si on effectue un bilan en Tunisie, nous pourrons constater que la maîtrise de l'arabe littéraire est malheureusement minoritaire et quasiment réservée à une élite, et que l'extrême majorité des gens se reconnaissent dans le dialectal tunisien. Pour revenir à votre question, je dirais que ces attaques, ce n'est même pas du populisme, puisque c'est bien à une majorité de Tunisiens qu'on s'attaque en refusant le dialectal. J'ai bien peur, et j'espère me tromper, que l'attitude ici dénote plutôt un excès de zèle qu'un calcul politicien. Toutefois, c'est une question qui est importante. Moi, j'invite tous les dogmatiques de l'usage de l'arabe littéraire en Tunisie à lire ou à relire l'ouvrage de Ahmed Mouatassim, Arabisation et langue française au Maghreb. Il y analyse le plurilinguisme arabe littéral, dialectal et français au Maghreb sous plusieurs angles, donc historique, pédagogique et linguistique. Et il y est démontré substance au Maghreb que le français a longtemps constitué un outil de sélection sociale et de reproduction des élites. Je comprends ainsi que, vu sous cet angle, cette langue puisse susciter autant de crispation dans une Tunisie en construction qui se veut moins élitiste et plus ouverte. Mais je crois que ce serait une erreur de remplacer un outil de sélection par un autre. Et il incombe à la nouvelle génération de dirigeants de réduire cette véritable fracture linguistique, parce qu'on peut parler de fracture linguistique, et ce travail devra se faire de manière progressive, accompagnée, et certainement pas par le dénigrement. Et l'accompagnement nécessite des moyens. Je n'ai pas pu en disposer à l'Assemblée nationale constituante. J'ose espérer que l'État tunisien en débloquera au niveau de la réforme du système éducatif pour réduire cette fracture linguistique et pour lutter contre l'analphabétisme qui est malgré tout bien présent en Tunisie, puisqu'il représente environ 20%. Oui. Il était nécessaire, à mon sens, d'avoir contribué à repointer du doigt une question comme vous venez de l'évoquer. C'est une question très, très complexe, et il appartient donc à cette nouvelle génération de Tunisiens, de Tunisie et de l'étranger, de la traiter de manière apaisée et décomplexée. Et derrière tout ça, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de citoyens de seconde zone. Et là, il s'agit bien d'un principe d'égalité entre tous. Et nous, en tant qu'élus d'État catholique, nous voulons que l'État veille à l'ancrage et au rayonnement de la langue arabe, tout en promouvant l'ouverture aux langues étrangères et aux diverses cultures et civilisations. D'accord. Alors, lors de notre dernier entretien avec le Courrier de l'Atlas, vous aviez déclaré à propos de la Troïka au pouvoir qu'avec le temps, je cite, « Si nous estimons que les autres partis de la coalition d'intérêt national ne respectent pas les principes de base ou se détournent des valeurs de la Révolution, nous n'hésiterons pas à en sortir. »
Donc, vous ne pensez pas que justement le fait qu'Etacat n'ait pas soutenu le gouvernement récemment dans ses récentes nominations à la tête des médias du secteur public, pensez pas que cet épisode constitue une première brèche dans la coalition tripartite? Déjà, il est important de rappeler certains aspects parce que parler de gouvernement à dominante nada, cela voudrait insinuer beaucoup de choses. La coalition gouvernementale d'intérêt national s'est faite sur la base d'un programme commun qui a été défini par les trois partis et dont les priorités des priorités sont la problématique du chômage, la fracture régionale, la justice transitionnelle et la stabilité du pays. Par ailleurs, il y a un parti qui est sorti premier des urnes d'une manière démocratique et il est normal qu'il dirige l'équipe gouvernementale. Ceci dit, Etacatol, en tant que parti, garde toujours son indépendance et ses positions sont claires. Nous serons très vigilants sur les questions de la démocratie, des libertés, de l'égalité, comme de la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et de l'indépendance du quatrième pouvoir qui est celui de la presse, celui des médias. Et nous n'avons pas manqué d'affirmer cette position suite à la nomination de certains responsables à la tête d'institutions du secteur public par le chef du gouvernement sans consultation des organismes concernés, comme nous avons clairement demandé au gouvernement de réexaminer ses décisions et d'adopter le principe de participation dans les choix à faire en collaboration avec les structures élues par les médias. Et je dois aussi rajouter que ce qui est pour des rédactions, le gouvernement n'a absolument pas son mot à dire et c'est uniquement aux acteurs de choisir l'organisation et le management de leur rédaction. Moi j'ajouterais qu'en tant qu'élu, avec l'aide de tous mes collègues, je ne lésinerai pas du tout sur l'effort en posant toutes les questions en relation avec ce dossier lors du débat avec le gouvernement à l'Assemblée. Et là c'est une autre victoire à mettre à notre actif Etacatol et les autres élus, ayant soutenu l'article sur la périodicité des questions posées au gouvernement, puisque nous allons voir le gouvernement dorénavant tous les mois afin de faire le point avec lui. Je tiens par ailleurs à dire que le programme de Etacatol et qui a été défendu par Etacatol, donc concernant les médias, est totalement en phase avec les revendications du syndicat national des journalistes tunisiens. Et au passage, je salue également le travail qui est fait actuellement par l'INRIC, qui est l'instance nationale pour la réforme de l'information et de la communication, et qui fait un travail considérable puisqu'il y a un grand chantier. Tout est à refaire et nous devrons être dans la construction plutôt que dans les démissions. D'accord. Mais d'une façon plus générale, qu'en est-il aujourd'hui de l'état de l'entente cordiale dans la Troïka, avec notamment les vagues de départ successives, nombre de militants d'Etacatol? Le FDTL est-il toujours pour maintenir le cap coûte que coûte, comme aime à le dire son président Moussa Mjahel? Considérez pas que vous-même vous faites partie d'une certaine dissidence au sein de votre parti? Moi, je déplore toute démission d'un militant au sein de la famille d'Etacatol, quelles que soient les raisons évoquées, et j'admets que nous avons manqué à notre responsabilité lors de cette dernière période, où malheureusement, nous n'avons pas été assez proches de nos électeurs en général et de nos militants en particulier. Il ne faut pas oublier que le parti est passé d'un nombre très limité de militants à des dizaines de milliers sur tout le pays et à l'étranger. Et nous ne sommes pas toujours bien outillés pour communiquer, mais nous venons d'entamer un travail de restructuration au sein de notre parti afin de pallier à l'ensemble de ces insuffisances. Mais je voudrais quand même clarifier certains points concernant les démissions de certains cadres au sein du parti, dont le nombre n'est pas aussi important qu'on veuille nous le faire croire. Malheureusement, certaines parties essayent aussi d'en tirer profit en amplifiant la chose, mais c'est peut-être ainsi que doit être le jeu politique. De plus, ces départs ne sont pas dus à la décision de faire partie du gouvernement d'intérêt national, car cette décision, je le rappelle, a été prise bien avant les élections, a été redébattue avec notre base militante après les résultats des élections. Il s'agit plutôt d'un manque de coordination entre les différentes structures et c'est aussi dans ce cadre que ça sert
le projet de restructuration initié par le parti Takatel. D'ailleurs, je crois qu'une des propositions de Takatel qui va dans ce sens, c'est de siéger, pouvoir siéger une semaine sur deux, c'est ça, à l'Assemblée constituante? Non, ce que nous avons souhaité effectivement, et l'ensemble des partis au sein de la constituante a voté cet article dans le règlement intérieur, c'est d'être 3 semaines à l'Assemblée nationale constituante et 1 semaine sur nos circonscriptions pour être en contact avec nos électeurs, pour pouvoir échanger et surtout pour pouvoir prendre en compte leurs besoins. C'est très très important. Et en ce qui concerne le maintien du cap, j'aimerais revenir à votre question. Chez Takatel, il n'y a pas de raison pour le moment de ne pas le maintenir. Et comme le dit M. Mostafa Benjafar, Takatel a toujours l'option de quitter le gouvernement le jour où nous considérons que les lignes rouges ont été franchies. Personnellement, moi, au sein des Takatel, pour revenir également à votre question sur dissident, pas dissident, je fais toujours entendre ma voix. Ça fait partie du débat démocratique dans notre parti politique et ce n'est sûrement pas de la dissidence. D'accord.